qu'elle n'ait pu saisir le sac. J'enroule, je tiens son poignet. Ça va? Si elle attrape avec l'autre main, qu'elle veut me prendre comme ça, tiens-moi. Ici, même principe. Hauteur, simplement. Ça va? Pourquoi vous faites de la self-défense ici? Parce que je pèse 50 kilos et je mesure 1m60 et que j'aime bien me balader dans les rues et que on est agressé de temps en temps. Et vous croyez que pour une femme c'est impossible de se promener dans les rues aujourd'hui le soir? Oui. C'est dangereux, en tout cas c'est pas impossible, c'est dangereux. J'ai déjà été arrêtée par des soleils. Des gens qui étaient... Oui, c'est ça, c'est extrêmement désagréable. Oui. Alors jusqu'à présent, je m'en suis tirée en allant pleurnicher dans le giron d'un monsieur qui était justement fort galant, mais je voudrais bien pouvoir me défendre toute seule. Vous ne voulez pas dépendre d'un homme costaud? Moi, je veux bien dépendre d'un homme costaud, mais il faudrait qu'il soit là au bon moment. Oui. Ça ne me dérange pas de dépendre de lui, mais je n'ai pas toujours à ma portée. Vous pensez que toutes les femmes devraient apprendre la self-défense aujourd'hui? Toutes les femmes devraient apprendre la self-défense, oui. Elles sont si menacées. Des femmes comme mon amie Liliane, moi aujourd'hui je pèse 50 kilos, je ne suis pas très forte physiquement. Et maintenant vous avez l'impression que vous pourrez vous défendre? Je crois que je pourrais jouer un mauvais tour à monsieur. Je ne dis pas que je vais pouvoir taper dessus, mais enfin je vais pouvoir lui jouer un tour vicieux. Oui. À ce moment-là, il y a un garçon qui surgit derrière les colonnes, me prend par la taille. Je me retourne brusquement. À ce moment-là, je reçois un coup de couteau. Je n'étais pas certaine, mais je ressens un coup très fort dans le dos. Alors, je me débat très fort, je hurle. Il se sauve derrière les colonnes et j'arrête un garçon qui venait en sens inverse. En descendant cette allée, j'ai entendu un bruit de pas derrière moi dans ce gravier. Et à partir de là, les choses vont très vite. Quelques pas de course et puis un objet dur dans le dos et immédiatement les paroles, les mains en l'air, votre portefeuille. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'histoires d'agression, de vol? Oui, sur les vélos et sur les voitures et tout ça. On vous a déjà volé des choses ou bien vous avez à déjà... mon frère, sur sa moto. Oui? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a volé? Ma moto. Vous l'avez retrouvée? Oui, il manquait la moitié après. Hein. La petite, j'aime pas qu'elle soit dehors le soir, on va dire. Hein. Pour quelle raison précise? Parce que justement, on m'a déjà dit qu'il y a eu des histoires ici. Oui? Alors je n'aimais pas qu'elle soit dehors le soir. Avec des jeunes filles, vous voulez dire? Non, pas des jeunes filles, mais des agressions et vraiment, on dit qu'il y a déjà eu des gens pas très comme il faut, quoi. Oui, on est déjà venu voler chez moi aussi. Ah oui? Oui, pas derrière, il n'y a pas de maison là où on rentre par les jardins. Qu'est-ce qu'on vous a pris? Oh, de ça, là, pas beaucoup. Une collection de pièces étrangères, c'est tout. Il y a peut-être 4-5 mois d'ici, il y a eu une agression en plein ascenseur. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune gamin de 21 ans qui a attaqué une vieille dame de 56 ans. Je me promène toujours avec mes clés en main, alors si je suis attaquée, je peux riposter. Avec des clés? Oui, avec des clés. Je les prends de mes doigts et alors si on m'attaque, je donne un coup de poing, ça n'a plus d'impact. Mais je n'ai jamais été attaquée et je n'ai pas peur. Dans la rue, là, tout près, on a eu du sucre dans nos réservoirs. Ah oui, ça c'était... On a brûlé des motos là, en dessous d'un building, 4 ou 5 motos. Mais qui fait ça? Je sais pas. Ceux qui n'aiment pas le bruit, ceux qui ne supportent pas les jeunes, il n'y a que ça à faire. Il y avait une bande de cambrioleurs qui travaillaient ici dans le quartier. Et alors, ils s'amenaient avec des camionnettes et, disons, ils frappaient. Et voyant qu'il n'y avait personne, on ouvrait, on sortait tout, quoi. Même ça se faisait avec des camions, des camionnettes de déménagement. Et les voisins ne remarquaient rien? Non, parce que disons qu'il y a des maisons isolées. Tout le monde en parle, la violence est là. Et les statistiques ne rassurent personne. En 10 ans, la gendarmerie a constaté 2 fois plus de crimes et de délits. Les vols avec violence sur la voie publique ont même plus que doublé en 5 ans. Mais ces chiffres alarmants sont-ils bien corrects? Et ne faut-il pas craindre que la peur de la violence n'engendre une autre violence? En attendant, dans les principales villes du pays, pour assurer la sécurité du citoyen, on s'est surtout préoccupé d'augmenter les effectifs de police. Un exemple, Liège. Compte tenu de l'évolution de la violence sous toutes ses formes, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment le renforcement des effectifs de police. Et c'est ainsi que nous avons obtenu, il y a quelques semaines, du ministre de l'Intérieur la possibilité d'engager 250 unités supplémentaires, ce qui portera l'effectif de la police communale de Liège à environ 1150 unités.
Liège est une des villes du pays où il y a le plus de policiers par habitant. Un policier pour 200 habitants, alors que la moyenne du pays, c'est un policier pour 370 habitants, ce qui est déjà un nombre important pour l'Europe. Le prix de la sécurité est élevé lui aussi, 1 milliard par an pour le fonctionnement d'une police comme celle de Liège. Et son travail, eh bien en 1978, il a augmenté pour ce qui concerne les agressions. Il y en avait la moitié en plus en un an. Les hold-up, statu quo. Quant au vol de voitures et de motos, ils ont légèrement diminué. Dégagez, plongez. À côté de la police traditionnelle, on a créé à Liège un peloton spécialisé dans la lutte contre le banditisme. Ces missions vont de la simple surveillance des quartiers chauds le soir jusqu'aux interventions en cas de hold-up. 24 heures sur 24, ces hommes spécialement entraînés sont prêts à toute intervention grave. C'est bon, redressez. Êtes-vous partisan des opérations coup de poing? Bien, je vous dirais tout d'abord que je n'aime pas spécialement l'appellation opération coup de poing. Je suis par contre très partisan d'opérations que nous appelons à Liège de sécurisation et sur lesquelles le commissaire Piette pourrait vous donner quelques informations. Oui, quelle est leur efficacité à ces opérations? Ces opérations furent particulièrement efficaces à leur début. Cette opération sécurisation a d'abord comme premier moyen l'identification des personnes. C'est dans l'identification des personnes que l'on décèle les individus à rechercher, les individus signalés, les individus suspects. Le nombre d'identifications est toujours resté le même, mais les individus qui, eux, avaient affaire à la police, étaient recherchés. Ceux-là ont diminué et se sont vraisemblablement éparpillés. Comme disait M. le bourgmestre, l'opération sécurisation veut dire une opération rassurante pour le citoyen, mais inquiétante pour le criminel. En grande partie, les polices communales de Belgique sont formées sur le tas. C'est dire que si vous avez un ancien camarade qui veut vous former, qui est valable, vous serez un policier valable. Si malheureusement vous tombez sur un collègue qui préfère fréquenter les débits de boissons, eh bien cette jeune recrue, c'est fini, c'est perdu pour le corps de police. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer, à votre avis, cette affaire des policiers gangsters aussi? Non, absolument pas. Nous avons d'ailleurs malheureusement un cas concret à la ville d'Anvers qui a une des écoles les meilleures de formation et vous avez pu constater par la presse qu'un policier d'Anvers s'est livré à la vente d'armement. Donc ça ne va pas éliminer le tout. Je crois qu'au départ, il faut, lorsque l'on recrute le policier, déjà faire une distinction, tâcher de trouver les critères pour recruter un policier valable. N'est pas policier qui veut, comme le dit mon ami Émile, n'est pas policier qui veut, et je crois que dans certains centres du pays, et surtout dans les petits centres, on a trop tendance à recruter les bons afficheurs de politique, les bons afficheurs de panneaux électoraux en période électorale. On les prend comme policiers, ça c'est une grave erreur. Est-ce que vous trouvez normal que pendant des années, 2 policiers ont dû assurer la surveillance banque entre 9h et 12h30 et de 2h à 4h, donc toujours devant la banque. Dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait là? Uniquement préserver le capital. Mais pour mettre 2 hommes devant cette banque, on devait soustraire 2 hommes donc, qui étaient normalement destinés à faire la surveillance de toute la population et pas uniquement des banques. 03. On a 452 pour PAB, bravo. Alarme rouge 003. Je répète, alarme rouge 003. Terminé pour moi. Bravo pour véhicule PAB. Alerte rouge à la 03. Alerte rouge à la 03. Pour Bravo, ici Charlie, reçu. Bravo, bravo, ici PAB Delta. Delta, à vous. Bravo, ici PAB Hôtel, bien reçu. Ici Galilée, véhicule PAB, c'est Delta qui est titulaire. Je répète, c'est Delta qui est titulaire. Terminé. Pour Galilée, ici Charlie, bien reçu. Bien reçu.
Lorsqu'un gangster veut mettre au point le hold-up qu'il veut entreprendre, il considère en général deux facteurs. D'une part, le risque qu'il va devoir courir ou faire courir à ses hommes par rapport au butin qu'il compte pouvoir emporter. Dans la mesure où il y a équilibre, il entreprend son action, mais dans la mesure où le risque est trop important par rapport au butin, en général, il change de victime. L'argent reste l'élément motivant des malfaiteurs. C'est la raison pour laquelle nous limitons les encaisses de nos caissiers de façon stricte et nous dispersons ces encaisses dans ce que nous appelons des caisses électroniques, dont les compartiments ne s'ouvrent que moyennant des délais irréversibles et d'autant plus longs que les sommes à prélever sont importantes. Ces caisses sont de plus dotées de systèmes permettant de lancer automatiquement une alerte et silencieusement, et également de bloquer tous les compartiments pour une période encore plus longue. Mais n'y a-t-il pas un risque pour certains clients d'être pris en otage par des gangsters? La question nous a déjà été posée, bien entendu, et je crois que la meilleure façon d'y répondre, c'est de considérer la statistique qui démontre qu'en Belgique, sur les 2500 agences qui sont à l'heure actuelle équipées de vitrage anti-balles, plus aucune n'a subi d'agression. Ce qui veut dire que dans cette opération, la clientèle de ces agences a été mise à l'abri des conséquences d'une agression. Le secret bancaire n'est pas un vain mot. Par exemple, ce centre de traitement informatique d'une grande banque nationale. Ici se trouvent toutes les données chiffrées concernant la banque elle-même et ses clients. Pour entrer dans ce blockhouse électronique, il faut montrer patte blanche. Un contrôle par carte sur un lecteur et un contrôle photo de l'identité de la personne. Ce qu'on redoute le plus ici, c'est l'espionnage et le terrorisme contre un pilier de notre société. Blue from Red Lima 220, over. Red Lima 220, this is control, over. Position 247, over. Avec la crainte des vols est née une nouvelle industrie, les sociétés de surveillance. Parmi les services qu'elles proposent à leurs clients, il y a notamment le contrôle des magasins la nuit. Ces gardes de ces sociétés ne sont pas armés, à part les transporteurs de fonds. Pourtant, pour voir le jour, de telles sociétés privées doivent obtenir une dérogation ministérielle à une loi qui interdit en Belgique les milices privées. C'est une industrie florissante quand on sait qu'il y a peu de villes chez nous où des commerces sont équipés de systèmes d'alarme reliés à une centrale de police. Pour les entreprises ayant une salle forte ou un coffre-fort, nous proposons un système de détection sismique qui détecte le bruit du chalumeau, la lance thermique, la foreuse à diamant. Nous complétons ce système par des pédales hold-up et des pinces à billets que nous plaçons en dessous des guichets. Les sociétés de surveillance ont leur propre centrale qui récolte toutes les alarmes et qui les localise. C'est alors à la police ou à la gendarmerie d'intervenir. Pour toute infraction, il y a une réponse technique, depuis l'alarme en cas de hold-up jusqu'à la moindre présence dans un local surveillé de radar. Mais que penser de ces sociétés privées qui suppléent en quelque sorte à la police? Le bourgmestre de Liège a été il y a quelques années responsable du problème comme ministre de l'Intérieur. Il est évident qu'il serait préférable de faire assurer la sécurité à la fois des personnes, des biens, des transports de fonds par les services officiels de police. Et par conséquent, je réponds à votre question que personnellement, je ne suis pas favorable au développement de ces sociétés de caractère privé. Je constate cependant que, compte tenu des difficultés notamment d'effectifs, à la fois des polices communales et dans une certaine mesure de la gendarmerie, un certain nombre de sociétés dont on s'efforce de vérifier les garanties de sérieux
obtiennent parfois des autorisations. Mais elles ne sont pas jusqu'à présent particulièrement nombreuses. L'industrie de la peur a un beau marché devant elle. Il faut dire qu'une maison particulière sur 100 seulement est équipée d'un système de protection ou d'alarme. Dans cette ambiance de crainte, beaucoup s'interrogent sur ce qui pourrait leur arriver un jour peut-être. Et on songe parfois à s'armer pour se défendre soi-même. Et il y a une augmentation des achats de ces armes ces dernières années? Oui, effectivement. En armes de chasse, servant à la défense, il y a une augmentation. Est-ce que les gens vous parlent de la raison pour laquelle ils achètent une arme? Souvent, souvent. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est souvent des tentatives d'agression, des tentatives de vol ou vol. Vous connaissez le cas récent de cette violence aveugle d'une bombe qui est mise dans un appareil de radio, n'est-ce pas? C'est une violence aveugle. Il est certain que celle-là, elle est condamnable. Mais il y a par contre dans tous les codes pénaux une violence légitimée et légitime. Mais cette violence-là doit être proportionnée à l'attaque. Vous ne pouvez pas avoir de violence légitime s'il n'est pas une violence proportionnée au danger que vous courez. En France, les choses vont très loin. Un mouvement comme Légitime Défense réclame le droit de se défendre soi-même en tirant sur les cambrioleurs et en posant des pièges à feu. Il n'est pas normal de demander à un honnête citoyen qui travaille, qui paye ses impôts, qui vote. C'est pas du tout normal de lui demander de se battre à armes égales avec un truand, un petit voyou, un moins que rien, parce que ça, ces gens-là, c'est vraiment rien que rien. Pour moi, ce ne sont pas des célèbres gangsters, pour moi, ce sont des petits rien du tout. Alors, je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir la même arme qu'eux. Vous êtes pour l'installation de pièges dans les villas, les maisons? Ah, moi je dis que chez soi, on peut se défendre par n'importe quel moyen et par n'importe quelle arme. La proportionnalité de l'attaque à la défense n'existe pas dans le code, c'est une jurisprudence, mais en réalité de mettre sur le même pied d'égalité un malfaiteur et un autre citoyen, c'est pas convenable, c'est pas correct. Moi je dis qu'ils doivent se munir de ce qu'il faut, de préméditer leur légitime défense, voilà, exactement. Combien de cambrioleurs ont été tués dans des cas de légitime défense comme cela? Bien actuellement, je crois qu'il y en a 14. Il y a 14 cambrioleurs qui ont été tués en accident de travail. Vous connaissez ces situations tragiques de ces derniers mois. On en arrive à tirer sur son propre enfant, à tirer sur sa propre femme, à tirer sur tout ce qui est différent de soi. C'est-à-dire qu'à partir de la peur que peut exprimer un jeune aux cheveux longs, non pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il est ressenti comme dangereux, on peut, si l'on laisse chacun s'armer et se défendre de n'importe quel moyen, on peut aller vers les pires violences. Mais je dirais surtout que dans ces mouvements, comme le mouvement Légitime Défense, je perçois une volonté de punir, une volonté de châtier, une volonté qui ne devrait pas être exercée, une possibilité de punir qui ne devrait pas être exercée par une autre institution que la justice. Donc, un individu est rentré brusquement dans la pharmacie. Il était à 19h25, c'était juste au moment de la fermeture. Ma femme était au comptoir en train de relever les compteurs de la caisse. Et moi, j'étais au sous-sol, j'ai entendu automatiquement, aussitôt, le bruit anormal de la porte. Ce qui fait que j'ai foncé dans mon sous-sol où je savais où j'avais une arme en permanence qui était chargée. Je suis donc allé chercher cette arme-là dans le noir. J'ai monté l'escalier du sous-sol très rapidement et je me suis retrouvé face à face avec l'individu qui a aussitôt tiré sur moi et j'ai répondu en l'atteignant de 4 balles de revolver, dont deux en plein cœur et une dans le foie. Et qu'est-ce que vous pensez dans ce cas-là de certains mouvements comme Légitime Défense, justement, qui revendiquent l'extension de la notion de légitime défense? Moi, vous savez, je me méfie toujours des gens qui partent avec une bannière en tête, parce que entre l'autodéfense et la légitime défense, il y a très peu de choses. C'est une autodéfense qui est légitimée. Or, pour pouvoir tirer réellement dans le cadre de la légitime défense, ça implique tellement de responsabilité, tellement d'entraînement, que je ne peux conseiller mais absolument à personne de le faire. Mais vous qui êtes entraîné au tir tout de même, vous pensez que c'est dangereux dans la légitime défense? C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux et ce qui m'inquiète, même dans les correspondances que j'ai pu recevoir à la suite de cette agression,
Oui. C'est le texte de certaines lettres que j'ai pu recevoir. Oui, vous avez là une lettre d'ailleurs. Oui, j'ai une lettre ici que je peux vous lire. Quand on voit ça, c'est absolument... ça m'horrifie parce que c'est presque un psychopathe qui écrit ça. Monsieur, un cambrioleur a tué mon cousin. Je vous admire d'avoir tué un cambrioleur. Je vous admire. Je couche dans mon magasin, sur un lit de camp. Si un cambrioleur rentre, je le tue. Mon cambrioleur a tué mon cousin. Mon fusil se trouve à côté de mon lit. De nombreux commerçants ont imité mon exemple. Amitié. Ça fait 10 ans que je couche dans mon magasin à côté de mon fusil. Faites de même. Couchez dans votre pharmacie. J'attends mon cambrioleur depuis 10 ans. Un cambrioleur a tué mon cousin. Bon, quand vous voyez une lettre comme ça, qu'est-ce que vous pouvez en penser? Il n'y a pas encore en Belgique de mouvement d'autodéfense. Pourtant, dans certains grands ensembles, la peur existe, fondée ou non, parce que des vols ont été commis, quelquefois des agressions. Et là aussi, il est arrivé que l'autodéfense ait poussé le bout du nez. Petit à petit, on prenait la température des gens, que ça énervait, bien entendu, ce genre de vol. Je crois que c'est assez concevable. Ça a été jusqu'à ce que certaines personnes aillent jusqu'à s'armer. C'est-à-dire qu'une personne a acheté une carabine pour protéger, c'est ça, une vanne de long, pour protéger son bien et a un petit peu tiré. Par son balcon? Par son balcon, c'est ça. Oui, la personne montait la garde sur son balcon, il avait presque installé un lit de camp et il restait pratiquement continuellement jour et nuit sur son balcon pour surveiller le parking et les Et il l'a tiré, qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'il a peut-être cru voir quelqu'un qui s'attaquait à sa voiture. En fait, ce n'était pas le cas et il a tiré. Un garçon ou deux, peut-être je crois qu'ils étaient deux, vont dans un magasin, ils vont voler des paquets de cigarettes. C'est très mal. Vraiment, croyez-moi, je n'excuse en rien. Oui. Le commerçant, dans sa panique, qui pour moi est quand même sans proportion avec ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que lui ne pouvait pas deviner la proportion, puisque, vous savez, on va lui prendre des cigarettes, on leur aurait bien pris tout le magasin. Bon. Ce commerçant, je dirais froidement, bien qu'en colère, s'habille, prend sa carabine, prend sa voiture, fait démarrer sa voiture, fait plusieurs centaines de mètres dans le quartier et tire au-dessus de la tête de 4 garçons, dont 2 en tout cas n'avaient rien à voir dans le vol qui s'était commis. Alors bon, moi si je rencontrais ce monsieur, je lui dirais vraiment, c'est aussi de la violence. La peur des gens se reporte avant tout sur les jeunes. Il est vrai que dans l'ensemble, la criminalité a rajeuni. Mais pourquoi des jeunes se mettent-ils à voler ou à agresser pour voler? Et quelque chose qui me frappe, c'est que nos jeunes, quand ils délinquent, quand supposez ils prennent un objet, que ce soit une moto, une voiture, ou simplement quelque chose dans un magasin, et tout autant d'ailleurs quand ils agressent une personne, eh bien je crois ils n'ont pas conscience d'avoir agressé quelqu'un. Enfin, ça m'a frappé, nous étions à la mer, on fait la route quelquefois parce qu'on allait d'un endroit à l'autre. Après 3-4 jours, des garçons me disent « Cette moto, elle n'est à personne. » Moi, j'avais même pas vu la moto. Et de fait, c'est une moto qui, depuis tout un temps, se trouvait au même endroit. Et bien, eux avaient donc l'impression que cette moto, n'ayant pas bougé devant un terrain vague, était une moto à personne. Un peu comme si, disons, vous trouvez un billet de 1000 francs dans la rigole, eh bien, il n'a pas de propriétaire. Alors, je me dis que les jeunes qui sont chez nous ont tout un chemin à faire pour réaliser que un objet a toujours quelqu'un, c'est-à-dire une personne derrière lui. Là, il est évident que selon l'origine sociale, il y a un certain filtrage possible. Le fils de famille aisée n'est probablement moins rapidement conduit au commissariat ou chez le juge de la jeunesse que l'enfant qui provient d'un milieu défavorisé. Mais à travers votre expérience, vous pensez que la délinquance se retrouve dans tous les milieux ou spécialement dans un milieu particulier? Je crois que la délinquance se trouve quand même plus fréquemment dans des milieux défavorisés, notamment parce que pas mal d'actes de délinquance sont liés au comportement qui vise à s'approprier, à obtenir des choses que l'enfant qui appartient à une classe favorisée obtient autrement et sans devoir passer par le délit.
Je dirais, on n'est pas capable de respecter quelqu'un d'autre si on n'a pas vécu dans un milieu qui nous respectait nous. Je crois qu'on apprend à aimer dans la mesure où on est aimé soi-même. Alors des jeunes, pour moi, qui ont été bousculés, qui n'ont pas été respectés, bon, dont on a pensé qu'ils étaient interchangeables, qui ont été traités comme des objets, je crois que ça leur est difficile de percevoir que dans l'autre, il y a une personne à respecter, à aimer. Moi, je crois que c'est un scandale. Je suis vraiment horrifié par la campagne anti-jeunes qui se développe maintenant à travers une certaine presse, notamment, et qui tend à canaliser, je crois, l'insatisfaction des gens, la peur des gens, dans une seule direction, ce qui leur masque évidemment toutes les tares d'une société qui est responsable effectivement d'une certaine violence et notamment de celle-là. Vous avez eu à défendre des clients qui se sont rendus coupables de vol et d'agression. Oui. Quels sont leurs grands traits caractéristiques? Mais écoutez, je vous dirais que je pourrais peut-être scinder ma clientèle en deux, en ce qui concerne tout au moins la clientèle de gens qui ont commis des vols ou des agressions à main armée. Il y a tout d'abord les truands. Pour les truands, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que les truands que j'ai défendus il y a 50 ans et les truands actuels n'ont pas beaucoup changé. C'est à peu près les mêmes caractéristiques, à peu près la même chose. Autre chose, en ce qui concerne la jeunesse, il est incontestable que la jeunesse aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Il y a deux différences. Tout d'abord, il y a beaucoup plus de jeunes qui commettent des vols, qui commettent des infractions qu'il n'y avait jadis. Et en second lieu, c'est une jeunesse qui est plus arrogante. Il y a une chose qu'on doit dire en ce qui concerne la jeunesse, c'est qu'elle n'a plus aucun remords. C'est une chose que j'ai pu constater personnellement, n'est-ce pas? Ils ont commis des vols, des infractions. Jadis, on était honteux de l'avoir fait, on avait été pris sur le fait, on le regrettait, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de remords. Il n'y a pas de remords et il y a en même temps, chez ces jeunes, une sorte d'agressivité contre l'ordre établi. N'est-ce pas? Ils sont opposés d'une manière extrêmement violente aux lois pénales qui ne respectent pas. Car les lois pénales, pour eux, ce sont des lois qui sont faites par et pour les bourgeois, et pas pour eux. Mais qui sont ceux que les statistiques appellent la population criminelle? Quel âge ont-ils? Mais les plus jeunes ne représentent toujours qu'une infime partie de cette population criminelle. Est-ce que vous pensez que, comme certains, que la violence des jeunes, c'est une réponse à la société? Mais je vous dirais que, oui, c'est une réponse à la société. Pour les jeunes, en ce qui concerne la violence individuelle, je vous l'ai déjà dit, on vole. Comme on volait dans le passé, c'est exactement pour les mêmes raisons. On vole parce que on n'a pas de travail ou parce qu'on n'aime pas le travail, parce qu'on est contre l'effort, contre la discipline, pour se procurer le plus de bien possible, dans les meilleures conditions possibles, c'est toujours la même chose. Mais la différence, c'est que jadis, il y avait, contre les vols, il y avait une question importante qui était la morale. Aujourd'hui, la morale n'existe plus comme frein. Et dans ces conditions, on se trouve en présence, comment dirais-je, en présence de vols qui n'ont plus de barrière ni de justification. Or, s'il n'y a plus de morale, c'est la société qui n'en a plus. Et dans ces conditions, la société est responsable. Comment vous expliquez-vous que certains jeunes agressent ou volent? Je crois, monsieur, que nous sommes là devant les conséquences même du type de société dans lequel nous vivons. On ne peut pas à la fois faire croire aux jeunes, mais faire croire au prix de quel matraquage publicitaire, que tout bonheur s'achète, que tout bonheur est monnayable. Et en même temps, s'indigner que ceux qui n'ont pas d'argent pour se l'acheter essayent de l'avoir. Mais je vous dirais que d'après moi, ce n'est pas cette espèce de violence physique, cette violence sanglante qui est peut-être la plus spectaculaire, mais qui certainement n'est pas la plus grave. La plus grave, c'est ce que j'appellerais la violence en col blanc. Parce que là, c'est une violence qui peut faire
dans l'ombre infiniment plus de ravages que n'en fait la violence sanglante des jeunes. Et cette violence, ce sont les banquiers véreux, ce sont les promoteurs indélicats, ce sont les gens qui se servent, qui commettent des détournements, ce sont les gens qui abusent des biens sociaux, ce sont les chèques sans provision, ce sont les publicités mensongères. Il y a ainsi une série incontestable de véritables criminels, mais qui sont des criminels en col blanc et plus difficiles à prendre sur le fait que d'autres. La violence n'est pas le petit fait isolé, la personne qui vous guette au coin de la rue lorsque vous rentrez du cinéma, mais que ça peut aussi être toute une certaine organisation de l'État, une certaine organisation de la répression, une certaine organisation des rapports de force économiques et sociaux qui peuvent créer des situations absolument intolérables auxquelles on va répondre alors individuellement par une violence réactionnelle qui, elle, seule, sera considérée comme délictueuse. Mais je dois vous dire franchement que j'évite toujours d'aller dans les sous-sols trop tard. À cause de certaines expériences Pas d'expérience, mais des on-dit. Alors mieux faut pas le faire. Il y a des choses que vous n'avez jamais pu vérifier, vous ne connaissez personne qui a été victime de quoi que ce soit. Non, absolument pas. Et pourquoi avez-vous peur, en fond? Les étrangers. Et pourquoi les étrangers? Ouais, je sais pas. Les loyers sont très élevés, alors automatiquement ça nivelle quand même un certain niveau social, quoi. C'est normal. Hein. Pourquoi c'est normal? Ouais, je sais pas, quand les gens sont plus aisés, ils ont tendance à moins voler, bien que ça ne veut rien dire. À cause du parc, là, il y a toujours des trucs, tout ça, alors. Il fait trop noir, on n'ose plus sortir, il n'y a pas assez de lumière. Oui? Vous connaissez des gens qui ont eu des ennuis là-bas? Des jeunes filles qui ont eu des ennuis là-bas? Bah, on en a parlé dans les journaux, tout ça. Et c'est des vols qu'on commet contre des personnes? Oui, contre des personnes. Il y a eu tout aux personnes âgées, en fait. Oui. Qui profitent de la faiblesse des gens. Et vous connaissez des gens qui ont été dans le cas? Je ne les connais pas personnellement, mais disons qu'on en a beaucoup parlé. Je les connais par relation, en fait. C'est ça, des personnes qui vous ont parlé d'autres personnes. Et vous n'en connaissez pas vous-même? Moi-même, non. Si ça n'arrive qu'une fois tous les mois, ça peut arriver à moi aussi bien qu'à un autre. Hein. Mais vous connaissez des gens qui ont été victimes de ça? D'agression, de vol? Oui, c'est-à-dire, j'ai déjà entendu raconter des cas, mais... Vous connaissez ça par les journaux, surtout? Surtout par les journaux, oui. La presse vous distille chaque jour un certain nombre de délits dans la page des faits divers. Et disons que ça vous donne une certaine habitude d'un certain taux de délinquance qui a l'air d'être toujours le même. Et alors, à une ou deux pages de distance, vous voyez d'autres faits qui paraissent extrêmement violents, des manifestations qui tournent mal, des actes de terrorisme international, des détournements d'avions, toutes sortes de choses qui ne vous concernent en fait pas du tout, mais qui risquent dans l'esprit du public de vite se confondre et finalement de donner une peur irraisonnée de choses qui ne méritent pas de donner peur. C'est ça qui me paraît vraiment fort important. Quand on remonte un peu dans le temps, on s'aperçoit que aujourd'hui, même les agressions à main armée, agressions de femmes, etc., les coups et blessures, étaient beaucoup plus nombreux qu'ils sont aujourd'hui. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi y a-t-il cette distorsion entre, d'une part, la réalité criminelle et, d'autre part, l'exagération que l'opinion publique en a? Mais je crois que la réponse est qu'en réalité, nous avons vécu, tous les derniers temps, dans une époque de grande sécurité. Et la sécurité est devenue pour les gens à peu près un droit naturel. Ils croient à la sécurité, elle leur est due, la sécurité.